bonjour à tous. Eh bien, nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Nous sommes le vendredi 21 octobre en Guadeloupe. Il y a aujourd'hui, vous savez ça, la fête du drapeau, au nid. Et nous serons avec Isma et Jacques aujourd'hui. Bonjour Jacques. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà de retour. On ne nous avait pas oublié ni abandonné. Bonjour Daniel, bonjour tous les auditeurs. Nous là, nous pressons. Et le drapeau là, toujours là. Hein. Ah oui, il s'est tiré. Voilà, pas seulement le 21, il a tous les jours. Bon, alors, on va recevoir un peu plus tard Madame Marilène Ferdi pour sa chronique ICC News. Elle sera avec Jimmy Laporal Trésor, c'est un réalisateur, un cinéaste qui est invité au festival de Cinestar. Un peu plus tard, on va recevoir une styliste africaine qui est ici, Nadine Njomo. Et nous allons terminer avec la chronique d'Iman Soudan, Danse avec Iman. Sinon, l'actualité, c'était hier la conférence de presse officielle d'Harry Durimel à mi-mandat, pas mi-mandat, il peut mi-mandat. Savoir un peu comment la situation se passe dans cette ville qui avait un déficit très lourd. Sont-ils en train de résorber ce déficit? On se voit tout à l'heure avec le reportage de Charlie Dagonia. Le préfet, quant à lui, était en visite à Sainte-Anne, il est un peu partout, le préfet, et tout partout, est toujours en mouvement. Et puis, l'échange sur le créole à l'école de Pointe-Arrête, et c'est à Morne-à-l'Eau, reportage de Maxime Morel, puisque nous sommes dans le mois du créole. Je rappelle que demain, il y a un Kenya, un gros dicté créole, pour monde qui s'est intéressé, qui pourrait s'en créole là. C'est Didier Manel qui a organisé ça, nous pouvons venir ça plus tard. Voilà. L'eau en toute sauce, bonjour. Alors, situation n'a pas guère belle. Ah non, c'est très difficile. Mais qui m'a dit tranquille, qui m'a dit qu'à faire, c'est les usagers. Comme d'habitude. Alors, comme syndicat là, qui a mal fonctionné, ils ont fait la bêtise, eh bien, ils ont essayé de prendre ces usagers-là. En cas, par exemple, des cas, gros, on a parlé des factures qui sont estimées. Mais ça qui est plus grave là, nous avons vu des gens, ils ont envoyé des 1000 mètres cubes d'eau pour un trimestre. Et puis là, on a constaté, ça écrit, si compter là, on a envoyé photo à compter là, à l'instant T, eh bien, ils l'ont tant plus bas qu'ils ont facturé les gens là. C'est grave, c'est très grave. Mais on est toutes sortes de cas. Alors, même quand on devait parler de Jacques et moi, c'est qu'en fait, syndicat là, eh bien, ils mettaient pratiquement sur toute tutelle. Alors, pourquoi ça? C'est qu'on a constaté que vraiment une sorte de dérive. Et dérive là, qui a fonctionné, c'est que normalement, quantité d'argent était prévoir, il n'y a pas ni, d'après eux. Et c'est arrivé, pour eux boucler, ils ont fait un prêt que l'État n'a pas garanti. Hein. C'est le conseil régional et machin, il garantit. Le conseil départemental. Il garantit là. C'est tout ça pour nous parler d'engagement, l'État. C'est très belle parler, on l'a belle parler, mais on va mettre bon l'argent. Si on met 2-3 milliards, on va 10 millions. Donc, alors, ça a frappé nous. Alors, monsieur là qui a dit, par exemple, il y a un premier tranche à 25 millions pour payer boucler budget, pour payer. Or, il a dit, président à syndicat, les SMGAG là, qui a dit, bon, il paye besoin mobiliser restant 25 millions là. Ah bon? Donc, s'il paye besoin, c'est qu'il y a de l'argent. Oui, bien sûr. Alors, pour ne pas comprendre, alors là, il dit ça, alors, l'État bloqué, il dit ça, il bloqué, et il dit, bon, il y a un problème, il faut regarder quelqu'un qui passe en compte là. Il voyait monde pour inspecter, pour contrôler compte là. Est-ce que vous comprenez? Et nous, moi personnellement, j'ai pensé que, compte tenu de tout ça, dérive qui initie les usagers, moi, il doit être plus l'argent, parce que même si 30%, 40% des gens pas qu'à payer de l'eau là, mais si ça y a fait, c'est les autres, ça doit être. Parce que, en cas de. Ça facture en cas vrai. Admettons, tu as 200 factures à mon problème. Mais ni 170 000 personnes, vous comprenez? Des milliers de personnes qui ont payé des factures qui passent. Donc, ces messieurs qui ont une quantité d'argent, certainement, qui est beaucoup plus important, qui essayent d'être recevoir. Alors, en cas ils sont vraiment forts, presque. Il y a un problème en tête, pour poser un problème comme ça. Vous pouvez annoncer que vous n'avez pas besoin de mobiliser 25 millions de prêts au fait. Ça veut dire automatiquement l'État a dit comment ça. Si vous n'avez pas besoin de là, c'est qu'il y a de l'argent. Et il vient inspecter. Et encore, ça va poser un problème. Et encore, expliquer ça. Il faut absolument, syndicat là, s'il veut, parce que nous ne pouvons pas être contre syndicat là. Nous comptons gens qui gérer l'argent. Gens qui gérer le service là. Ça, nous avons dit, et ça a gêné nous. Comme c'est les mêmes truands, à parler, même truands, mais les gens, ils t'ont dit, ils font les mêmes pratiques. Parce qu'on ne peut pas dire moins, qu'ils font un relevé de compteur.
ou qu'à tromper au moins 1000 mètres cubes. En île, c'est chiffre, 1000 mètres cubes. 8000 à pas 9000, hein. Il y a quand même 9000 mètres cubes. Vous avez fait envoyer ça, vous avez regardé, vous avez voyé contre là, vous voyez photo à compter avec maman. Au lieu c'est 9000, c'est 8000 qui n'est. Il faut nous arrêter. Mais plein d'erreurs comme ça. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas voir les associations qu'on nous, au moins Jacques, et on l'a monde qui a payé, qui a pris des arrangements, et ça est excessivement grave. Alors, mon premier commencement de dire que c'est une situation qui est impossible, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire c'est l'argent, parce que si Bougla dit qu'il n'a pas mobilisé 25 millions là, c'est qu'il n'y a pas si rasé que ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les dysfonctionnements autres, ce sont les dysfonctionnements techniques. Nous sommes à 1 mois et 3 jours après le passage de Fiona. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, les travaux de réparation provisoire, c'est-à-dire un tuyau de 700 mm de diamètre, on va mettre 1 ou 2 polyéthylène de haute densité de diamètre 200 mm dessus pour essayer de passer 400 m3 avec tous les problèmes hydrauliques et de pression que ça va poser, pour essayer de compenser pour que vers Noël, alors qu'avant, quand nous avions une crise sur le problème de l'eau de la ligne électrique, le cyclone n'est pas encore fini. Le glissement de terrain n'a pas encore fini d'être bulldozé. Les équipes d'intervention étaient en ligne. Donc nous avons affaire à des gens qui ne sont pas armés mentalement, professionnellement pour la culture de crise, qui ne savent pas faire la crise. Et comme je n'ai eu cesse de vous le dire à Sikismar, ils ont regardé la vitesse de vent d'une tempête tropicale, ils n'ont pas regardé le volume d'eau y afférent. C'est-à-dire, comme je n'ai eu cesse de vous le dire, je peux le prouver, nous avions 500 mm, on des mi-mètres hauteur au bord du port de Basse-Terre en 12 heures et 1000 mm, 1 mètre d'eau sur le massif de la Soufrière. Donc, quand tout ça a dévalé dans les ravines, 1 mètre d'eau, ça pèse 1 tonne avec l'effet de gravité. Donc, nous étions dans une situation avec toutes ces maisons qui sont dans les ravines. Il y a même un élu, ça m'a fait de la peine. La maison de ses parents était dans un lit de rivière. Alors, tout le monde sait qu'après une crue décennale, cinquantennale ou centennale, la rivière retourne dans son lit d'origine. Donc, on est dans une situation, les dysfonctionnements. On paquet de monde qui est là pour boilette, ils sont pas là pour compter bœuf. Ça veut dire faire le travail comme il faut. Les gens n'ont pas le sens de la mission de service public. Et nous, autres usagers, trop d'usagers entre nous, nous sommes atteints de résilience chronique aiguë. Ce n'est pas normal. Il faut que les usagers se ressaisissent parce qu'on ne peut pas sortir. Est-ce que vous trouvez anormal que c'est l'eau de cuisson de la cuisine centrale de Bémao qui n'est pas bonne? Ça veut dire que ces gens-là ne font pas leur travail. Quand nous avons de l'eau à des hauteurs en provenance de l'usine de l'Espérance, ça veut dire que ce sont des gens incompétents. Si on se retrouve avec de l'aluminium en excédent, ça veut dire que la turbidite a été maltraitée, elle a été traitée au sulfate d'alumine excessif, et l'excès se retrouve, tout simplement, je vais vous dire la vérité, c'est parce qu'il y a de l'incompétence dans le respect du process à l'usine d'en bas, qui est à l'Espérance Mornalo, qui envoie des hauteurs en hauteur, et que le 4e filtre de des hauteurs n'est pas aux normes, n'est pas en quantité volumique de sable. Donc, et en plus, le directeur territorial et son équipe, je ne sais pas, et ça se produit plusieurs endroits, ont fait fonctionner en surcapacité. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut ramener, c'est comme dire votre bonheur, vous roulez dans le rouge, vous n'allez pas rouler longtemps dedans. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une situation pire. Et en plus, il faut savoir que l'on pompe sur l'eau agricole, je n'ai eu cesse de vous le dire, pour faire de l'eau potable, mais c'est que si la rivière a abîmé les tuyaux du bec, Belocado, qui sont les tuyaux d'eau, eh bien les tuyaux de 1000 exploités pour l'agricole sont cassés aussi dans les rivières. Parce qu'il ne faut pas remplacer que le 700, il faut remplacer du 1000. Et l'entreprise qui a la DSP, déclaration d'utilité publique, est en train déjà de travailler dessus. Donc, il faut dire aux gens la vérité. Il faut qu'on se mette en face, qu'on soit confronté à nos réalités avec courage, compétence. Il faut arrêter de couillonner les gens. Hein, c'est du bricolage, c'est ce qu'a dit un grand journaliste français aujourd'hui à Paris, c'est du bricolage qui se fait à la Guadeloupe. Le ministre d'Outre-mer, il fait son boulot de ministre, c'est-à-dire du véglage. Il aurait pu faire acteur comme Greg Germain. C'est un homme de théâtre, il sait faire, la politique c'est l'art du possible, mais nous ne pouvons pas, nous les victimes, être satisfaites. C'est comme si nous allons déclarer, je suis content d'avoir été esclave. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se ressaisir avec dignité, avec courage, fermeté. Je n'appelle pas à mettre le feu. Non.
il faut que les gens assument les conséquences de leur choix et que nous fassions respecter les droits des usagers. Il y a trop de grabataires, trop de victimes en ce moment où les gens, nous sommes d'une passivité. Non, et pourtant nous avons la réputation de ne pas être des gens passifs. Jamais je n'ai vu en situation de crise notre pays être aussi gentil. Est-ce que cela ne cache pas un nouveau Fiona ou un nouvel Hugo? Un Hugo social, s'entend. Alors, j'ai discuté avec quelqu'un qui est très proche du SMAG. Il me disait que le gros problème aujourd'hui, c'est que les travailleurs, certains travailleurs techniciens du syndicat ne sont pas formés, n'ont pas suivi de formation depuis longtemps. Ah oui, depuis avant 2016. Oui. Ça, c'est une chose que nous, particulièrement moi, nous avons signalé. Il en est au conscient. Les gens n'ont pas été formés, les remises à niveau des textes réglementaires ne sont pas faites. C'est pour ça que je viens de vous dire qu'en ce qui concerne l'usine de l'Espérance en bas, qui pompe sur la hauteur de des hauteurs Sainte-Anne, qui alimente Sainte-Anne, Saint-François et Désirade, on se retrouve avec un problème. Ils sont retournés sur des anciens process. Alors, ils corrigent la turbidité comme il faut avec du sulfate d'alumine. Mais ils sont trop de conscience. Et si bien que, comme ils fonctionnent à des hauteurs en hauteur, en excédent surconsommation, si bien qu'on se retrouve à l'usine de Vernou avec les mêmes problèmes de surconsommation, on a un problème. La région a effectué une canalisation de secours au cas où pour permettre, dans la situation qui nous arrive, de chanter, c'est-à-dire de dériver l'usine de Vernou pour alimenter une partie de la Grande Terre. On ne peut pas, personne ne comprend. Les techniciens de l'usine ne sont pas capables d'expliquer le problème. Alors ce matin, j'ai fait une suggestion à un ingénieur responsable pour lui dire, à mon avis, techniquement, par habitude professionnelle, je crois que c'est ça, vous devez avoir une fuite sur l'ancien réseau. Alors, ils vont chercher. Mais on ne peut pas continuer à bricoler comme ça. Il faut, ça fait quand même 6 ans que les gens n'ont pas, sans compter les mauvaises habitudes qu'ils avaient, sur lesquelles sont venus s'ajouter les effets induits des dégâts de Fiona. Oui. Alors, en termes de l'ajoutement, si Jacques j'arrive plusieurs fois, si question à aluminium là, souvent nous avons l'eau à aluminium en l'eau là, excès d'aluminium, c'est si vous voulez l'OMS a toléré 200 microgrammes. Il y a déjà à 100 années problème. Mais souvent, en cas regardé, en Guadeloupe, c'est souvent, on est vraiment 400, 500, 600, parfois encore 700. Mais longtemps, je vais expliquer que l'excès d'aluminium dans de l'eau, capable des maladies dégénératives à long terme. Donc, il ne faut pas nier. Or, ça qui est important, on dit qu'il y a traité, comme des particules en suspension organique, il faut le traiter, il faut unir des sels, il faut précipiter et puis tomber. Et pour clarifier de l'eau là. Mais longtemps, il a montré que c'est une autre façon de faire, c'est des sels, machin, que tu précipites aussi, et les sels feraient pas les mêmes inconvénients. Mais peut-être ils moins cher. Bon, ça, on dit que c'est important. Et c'est la question de compétence. SMGAG était embauché au directeur général des services qui a une compétence. À part pour qui bitait, il a licencié au bout de très peu de temps. Mais Bougla contestait le licenciement là, pour des prétextes fallacieux. Et il gagnait au tribunal administratif. Il n'a pas réintégré. Il n'a pas réintégré. Mais, alors ça qui est grave là, c'est le cas vrai. Président du syndicat là, mais il y a un acharnement au PED. Reconnaître au PED. Donc, il a porté, dit qu'il y a eu au Conseil d'État contesté ça, qu'on va réaliser. Le problème, c'est qu'il prend une quota. Ils ont délai. Hors délai. Donc, l'Amérique fait semblant toujours. Le problème, c'est que Bougla Mandé, on a astreint de 1 300 € par jour. Je fais une précision. Au Conseil d'État, il n'y a pas d'appel au Conseil d'État. Ah non, c'est une décision définitive à tout jamais. Même le président de la République ne peut pas intervenir sur une décision du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État. Absolument. Alors, en tout cas, dit que Bougla fait astreinte de 1 300 € par jour pour syndicat la payer. 40 000 € par mois. Mais le problème là, c'est pas l'argent à ces messieurs, c'est les usagers. C'est si vous comprenez. C'est ça le problème là. Nous, quand on comprend, bon, ça veut dire qu'il faut un sens de responsabilité. Parce qu'il n'y a pas un poche là qui est sorti. Mais qui est sorti ce syndicat là. Mais les syndicats ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas payé. Et c'est ça qui est arrivé, nous, en réalité. L'État français, autant de Carinco, qui a parlé. Si on met 3 milliards, qui a parlé de 10 millions, vous comprenez? Tout l'argent là, c'est le conseil général, le conseil régional qui a mis pour le butin. Et conseil. Pour garantir. Et mais qui moun? C'est nous, hein? Avenue à Timoun, Avenue à les vieillards.
les écoles primaires, les collèges qui endettés là. Mais plan à ces messieurs, en cas de ça, c'est faire nous payer sur un grand nombre d'années tout ça qu'il y a fait comme infrastructure. Et tout ça, il y a fait dans le passé et qu'il n'y a pas sanctionné. Donc pourquoi en cas de ça? Parce qu'en réalité, syndicat là, si il ne paye pas payer de l'argent, hein, et puis en dehors de voler quelqu'un vole les usagers, mais on ne peut pas payer de l'argent de l'eau normalement. On ne peut pas être déficitaire. Vous savez pourquoi? En cas regarder la SOR ou CGSP, il y a le même taux de pays là. Et il peut rester dans une zone là. Il y a une prolongation de 10 ou 11 ans. Le maximum que vous payez, ça veut dire un vrai blanc qui est de côté, il n'y a pas d'argent. Donc, si il n'y a pas de peine, si il y a 3 ou 4 communes, après vous qui avez moins de 170 000 qui payent, donc ça veut dire que c'est une question de gestion. Or, il n'y a pas qu'à mettre les gens, quand on commence une grosse structure comme ça, quand gérer 170 000 abonnés, ou pas un directeur général des services. Donc, pas pour les gens qui a gardé un plan de formation des travailleurs, parce qu'il a gardé des niveaux, etc. Il faut que la remise au point, etc. C'est ça qui manque nous, les compétences. Pas l'autre vous avez parlé de gouvernance, pas de problème de gouvernance. Parce que voilà, mettons une nouvelle gouvernance. Ils mettaient syndicat là pour avoir une dispersion à la gouvernance là. Mais la compétence, nous brisons ça. Nous brisons un directeur général qui maîtrise et pour gagner au niveau ingénieur au niveau. Il dit, ouais, il était plus qualification que ça a été ni. Mais dépendant. Après, c'est pour ça qu'on renvoie un bout. Alors que tout ça, il faut. Alors, nous pas ni ailleurs. Comment c'est ce président-là qui pense spécial la question à de l'eau, il qui traité ça. Mais il est là, nous, parce que les éléments que nous nions là, du fait que la facture là commence à payer, que nous avons payer. Alors, en termes d'ajouter un petit bitin, en réalité, c'est les élus qui n'y sont dans ça. Pourquoi? Ils ont accepté des moutons syndicats à si une structure qui vraiment en mauvais état. C'est comme dire, on peut acheter un vieux transport en commun. Mais vous pouvez transporter les gens de Bastien à Vétran. Mais il n'est pas bon. Vous comprenez? Vous pouvez dépenser l'argent, vous comprenez? Vous ne pouvez pas réparer et vous pouvez mener les gens. Alors c'est pourquoi pour nous, c'est que les syndicats ne payent pas de l'eau, contradiction. Mais ils veulent que les gens payent de l'eau. Bon, nous ne pouvons pas acheter de l'eau, mais nous pouvons payer un service. Nous pouvons payer un service. Alors après ce cyclone-là, même avant ce cyclone-là, les gens n'ont pas ni de l'eau. Nous ne pouvons pas parler de qualité de l'eau là. Regardez c'est la qualité de l'eau là, c'est tout ça, tout partout, regardez en Guadeloupe. Nous l'avons dénoncé au cabinet du ministre et les éléments. Le directeur du cabinet du ministre a peut-être fait faire des analyses complémentaires comme nous l'avons souhaité. Et les résultats, l'ARS immédiatement a rendu le verdict, c'est tombé. Ouais. Nous avons obtenu pour les usagers de Guadeloupe que les analyses soient faites désormais pour partir à la Guadeloupe et que l'on paye les dettes de l'ancien laboratoire qui était parti, qui reviennent pour qu'on puisse avoir immédiatement nos résultats. Nous ne pouvons pas rester 5 ou 7 jours, ne pas savoir ce que nous buvons. Je suis scandalisé, moi qui n'habite pas Bémao. Si mes enfants ou petits-enfants, ou mes amis ou mes voisins, j'ai des amis qui habitent Bémao, si leurs enfants sont à la cantine, qu'est-ce que l'on donne à manger à nos petits compatriotes, aux enfants des gens qui sont présents sur notre territoire? C'est scandaleux. On veut faire la route du Rhum et alors on est dans un environnement sale. Pourquoi on ne va pas dire aux touristes, voilà l'eau que vous allez voir. Vous allez voir l'image que la Guadeloupe aura dans le monde entier. Il faut être sérieux, il faut être conséquent. Vous n'avez pas des ressources humaines de qualité, vous avez des gens dans le service, là, on sait qu'on n'aurait pas dû arriver à un procès stupide, ni une embauche si elle est stupide. Vous comprenez? Ensuite, dans la gestion, les contrôleurs de gestion n'existent pas, c'est des fantômes. Le contrôle technique n'existe pas, tout le monde fait un machin, et d'après, comme je dis, on le monde qui est là pour boilette, il n'est pas là pour compter bœuf. Il n'y a pas de cohérence, ce n'est pas coordonné. Aucun système au monde, mesdames, messieurs, ne fonctionne s'il n'y a pas récompense et sanction à due proportion, avec un objectif bien défini, un timing et des chefs, sous-chefs et tout, avec une organisation efficiente, dont la formation des gens. Oui, nous avons des compatriotes qui sont compétents dedans. Je reconnais qu'il y a des gens compétents que je respecte, même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Hein, mais il faut dire, celui-là est compétent, il faut le mettre en valeur, il faut créer des équipes. L'esprit d'équipe, le sens de la mission de service public, le sens du pays, le sens de la guadeloupéanité n'existe pas au SMGAG. C'est un scandale, c'est une honte. Ok. Une désinformation, ben. Oui. Alors, c'est quand il faut faire, à dans cette situation-là, on sait c'est le combat. Jacques Souyou a dit ça, il faut nous mobiliser. Il faut le maximum de monde viennent pour nous sauver, capotage et des autres, mais il faut nous sembler, nous mettre nous ensemble. Et samedi, nous avons une manifestation. Ni monde licencié, mais ni de l'eau.
Parce que de l'autre en question, on ne peut pas faire l'impastille. Il faut absolument mobiliser. C'est pourquoi nous avons dit tout le monde, notamment tout le monde, à la communauté de l'ONU, c'est toutes les associations, des vignes de manifestation samedi. Pour nous faire ces gens attendre nous. Et quand dit mon a communauté a lancé message là, mon a communauté de l'ONU, c'était vignes et puis t-shirt, nous avons t-shirt pour nous manifester nous, pour nous massivement là. Deuxième idée, nous avons fait assemblée générale le 6 novembre. C'est quoi une assemblée générale de mobilisation pour participer, pour aider à résoudre la question là ça. Et vraiment, et nous avons fait en sorte qu'un maximum de jeunes qui nous rentrer dans le conseil d'administration là pour nous encore plus performants. Parce qu'il faut ni monde sans neuf. Et quand ça nous fait pendant notre travail, pendant un moment là, et après nous en mesure à présenter des fonds à l'Assemblée générale pour porter une contribution essentielle à nos combats là. Alors, ni problème. Ismaël, tu dois préciser où se fait cette manifestation. Alors, mais c'est le 6 novembre, c'est à 10h, c'est un dimanche, à 10h du matin, en salle de fête matin. Mais nous, quand on ça, c'est peut-être 15 jours, mais nous, quand on ça, très important. Alors, en tout cas, c'est que nous dit que là, il n'est pas buvable à Mme Matouba. Mais pas que là. Mais en plus, problème à traitement de l'eau là. Même bien, puisque c'est de l'eau là qui a tombé en mais là, fait qu'elle nous oui. Alors, l'environnement, on n'en parle pas, parce que l'environnement, là, c'est-à-dire l'assainissement, la protection de Mme de la commission nationale que préside Mme Duflot, elle devrait, avec plus de sévérité, à travers le service de la police de l'eau et le secrétariat qui est assuré par la DEL, mieux informer, parce que les usagers, les Guadeloupéens ne sont pas au courant du tout des effets délétères causés par Fiona, parce que Fiona et son eau excessive n'a pas abîmé que les réseaux d'eau brute, les réseaux d'eau agricole et les réseaux d'eau potable. Elle a abîmé les réseaux d'eau pluviale, les réseaux d'assainissement et les stations d'épuration. Oui. Si bien que les stations d'épuration ont dégorgé partout, ils sont tombés dans les ravines, ils sont tombés dans les rivières, ils sont tombés dans les terres agricoles. Ensuite, nous avons qu'on constate les vidéos qu'il y a énormément de terres agricoles en creux qui ne sont pas drainées comme autrefois cela se faisait. On se trouve dans une situation aujourd'hui, comme diraient nos amis du LKP, le caca est dans l'eau et l'eau se balade partout. Mais il n'y a pas que ça. Si vous avez des gens qui sont malades, qui ont vous avez des effluents d'hôpitaux qui ne sont pas traités en capacité parce que l'usine de la Pointe-à-Donne à Jarry est en incapacité de traiter ce qu'on appelle les effluents hospitaliers. Donc, on se trouve dans une situation, notre environnement maritime et terrestre, donc notre flore, notre faune, notre avenir, notre devenir est déjà en danger et personne n'en parle. Nous ne pouvons pas être complices de ça. Un pays qui renonce à lui-même est un pays condamné. Juste un dernier mot quand même. Au-delà du syndicat, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau des politiques? Parce que finalement, la question de l'eau aujourd'hui, puisqu'on a vu la présence du ministre ici et son directeur de cabinet, c'est une question politique. Que font nos politiques? Mais c'est eux qui mettent des syndicats là. Ouais. C'est les politiques. Pourquoi dans mes syndicats là, c'est les politiques qui mettent des. Donc, nous, action à mener côté les oui, politiques. alors, donc, mais là, nous avons dit nous avons attaqué les syndicats là, c'est les politiques nous avons attaqué. Pour eux, faire respecter là. Parce que nous soulevons la question à assainissement là, c'est un problème grave. Pourquoi? Parce que la Guadeloupe entre des morts, biodiversité, nous des morts et d'être empoisonnés. Et l'ARS dit tout à l'heure qu'il nous une interdiction de baignade, quel que soit autre baignade en Guadeloupe. Non, mais c'est ça. Parce que, en cas de Robité, par exemple, on peut montrer moi les réparations qu'il fait si on peut arrêter encore à Boucan. Pourquoi? Dans l'assainissement, il y a fait assainissement. En réalité, pas du tout assainissement, parce que tout le monde est tombé à Dombitin, il est tombé dans la rivière là, directement. Et quoi faire, on a payé. Et vous êtes obligé de faire des travaux pour faire ça, pour continuer à faire le travail là. On veut dire que le problème de l'assainissement, c'est bon. Il faut nous vraiment que faire ça, il faut. En même temps, quoi, pour nous bon de l'eau, pour faire en sorte que nous évacuer la Guadeloupe. Bien, merci messieurs. Nous pouvons parler de ça parce que le problème est de plus en plus grave. Et en plus, on a signalé, parce que hier on avait ça dans les informations, qu'au niveau du SMAG, il y a une grève aussi des salariés qui ne savent pas très bien comment ils sont payés, comment ils sont formés, comment leur avenir. Il y a un tract qui est en circulation qui explique les dysfonctionnements du SMGAG en ce qui concerne sa gestion des ressources humaines, la répartition des primes. Alors bien sûr, ceux qui sont surpayés
est sous-qualifié pour certains. Ils se battent pour garder leur prébande, mais nous ne pouvons, nos usagers, accepter cela. Il y a des gens sous-qualifiés qui sont sous-payés. Il faut arriver à un équilibre conforme à la loi et aux aspirations des uns et des autres, c'est-à-dire ce que j'appelle compatibiliser les intérêts divergents. Donc l'heure est à la raison et au bon sens. Et ce n'est qu'ensemble, de manière apaisée, avec compétence, que nous allons y arriver. Ce n'est pas en faisant du wellélisme, pangalisme. Et j'annonce ici que prochainement, nous organiserons avec vous des débats avec les gens, que ce soit des associations, les parties prenantes, les partenaires, pour pouvoir avancer un petit peu sur cette question-là et mettre un peu plus de pression sur le SMAC et sur les politiques. Merci. Non, surtout porter effectivement solutions efficientes aux problèmes qui sont les nôtres. Nous ne pouvons fuir nos réalités, nous sommes confrontés à cela, donc nous n'allons pas faire la poule. OK. Merci, messieurs. 13h pratiquement. Première point, on se retrouve tout à l'heure pour la chronique qui c'est News avec Marilène Ferdi, invité Jimmy Laporal, Trésor. Un peu plus tard, on va recevoir Nadine Njouma tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Dans un instant, nous allons voir la chronique ICC News de Marilène Ferdi, qui a comme invité aujourd'hui Jimmy Laporal, qui est un réalisateur, un scénariste. Il était présent ici lors du festival Cinestar. Il a présenté un film Les Rascals, qui a eu un beau succès. Mais avant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est le bilan à mi-mandat du maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel. Hier, il a reçu la presse et devant les journalistes, ils ont présenté un peu ce bilan et les perspectives d'une commune, d'une ville qui a eu beaucoup de difficultés. Semble-t-il, l'horizon s'éclaircit. On regarde ce reportage de Charlie Dagonia. C'est parti. Je peux dire qu'il y a beaucoup de souffrance, mais il y a une grande espérance parce que ce que nous mettons en œuvre est en train de porter ses fruits et d'un déficit abyssal de 75 millions, de plus de 75 millions en arrivant, nous sommes aujourd'hui au 31 décembre 2021 à 39 millions au lieu de 47 millions prévus par la Chambre régionale des comptes. Et si nous maintenons le cap cette année, à 2 mois de la fin de l'exercice, je peux me permettre de vous dire que nous finirons avec un déficit de 20 millions d'euros, ce qui, pour moi, est spectaculaire. Et donc, l'année prochaine, nous allons procéder à la cession d'actifs, car c'est les principes de base du bon père ou de la bonne mère de famille. Lorsqu'il faut faire face à des grosses dépenses, on vend un bien. Et nous avons l'opportunité de régler des problèmes de qualité de vie des citoyens de Lusy-Mathieu, de Bergevin, face au hall Paul Chanchon et de Mortenol et la résidence Georges Roux. Ce sont des biens qui appartiennent à la ville, mais qui ont, avec le temps, connu une forte dégradation où les citoyens souffrent. Eh bien, nous allons les vendre à la SIG. Nous sommes parvenus à un accord et grâce aux fruits de cette session, Pointe-à-Pitre, fin 2023, devrait à nouveau pouvoir investir. Lorsque je suis arrivée en octobre 2021, j'ai fait ce qu'on appelle une analyse rétrospective pour voir un petit peu où on se situait au niveau des comptes. Je me suis appuyée bien entendu sur les analyses financières faites par la CRC et j'ai procédé à ce qu'on appelle une stratégie financière que j'ai construite pour la période 2021 à 2026. L'idée, c'était de dire il faut sauver la ville et il faut surtout lui permettre d'investir. Que faut-il faire pour investir ? Il faut forcément dégager ce qu'on appelle de l'autofinancement. En gros, c'est comme sur notre budget, lorsque vous avez un salaire de 2 000 euros, vous vous dites je veux acheter une maison, il faut que je dégage 500 euros tous les mois. J'ai fait la même chose pour la ville. Il faut dégager minimum 1 million d'euros. 1 million d'euros d'autofinancement, d'épargne, c'est 10 millions d'euros d'investissement que je peux faire. La collectivité aujourd'hui est plutôt en capacité de dégager 500 000 euros par an. Et 500 000 euros par an, c'est 5 millions d'euros d'investissement. Et c'est ce sur quoi on table pour les 4 années à venir, d'où le 30 millions d'euros de programme pluriannuel d'investissement. Voilà, c'était donc hier cette conférence de presse, on peut dire la première pour faire le bilan. Semble-t-il, comme je le disais tout à l'heure, l'horizon semble s'éclaircir. Peut-être qu'à la fin de cette année, Pointe-à-Pitre aura avaler, on peut dire, un peu de ce budget déficitaire. On y reviendra. Un rapide tour vers Sainte-Anne, où le préfet était en visite, puisque vous savez que nous avons un préfet qui bouge beaucoup. Il se balade en Guadeloupe sur tous les points. On l'a vu à Rivière-des-Pères, il a vu les habitants. En fait, là, cette fois, il est à Sainte-Anne. On regarde ce reportage de Michel Depape et avec un coup d'œil sur le décatement du préfet. Donc, regardez ici, moi.
En fait, je viens à Sainte-Anne comme je vais dans d'autres communes. Je commence un tour de toutes les communes pour venir avec les élus, le maire principalement, mais tous les autres élus, faire le tour des sujets, des projets, des difficultés qu'il peut y avoir et l'accompagnement qu'on peut donner sur tous les projets des communes. Et là, aujourd'hui, c'est Sainte-Anne. J'étais à Anse-Bertrand la semaine dernière. Sainte-Anne aujourd'hui, je serai à Marie-Galante demain. Donc, voilà, je continue parce que c'est comme ça que je peux aussi correctement effectuer mon métier. C'est en connaissant les communes qui sont, comme vous le savez, le premier échelon de proximité. Il y a eu pas mal de problèmes. Il y a encore pas mal de problèmes sur les sargasses, notre dossier des rachis, sur notre problème dans le risque naturel par rapport aux écoles, sur le problème d'assainissement et sur le problème de Galba. Donc, un certain nombre de dossiers que nous avons depuis tantôt mis en place et que le préfet, précisément, passe sur les sites pour vérifier comment on doit avancer sur ces dossiers-là. C'est ainsi que cet après-midi, tout à l'heure, nous aurons à discuter et à présenter nos questions, nos projets et suivi d'un échange qui nous permettra de mettre en phase par rapport à aller, je dirais, d'une façon très constructive. Donc, satisfait de cette visite avec l'équipe du conseil municipal, avec l'ensemble de mes collaboratrices, collaborateurs qui permettront d'avancer sur ces projets de Sainte-Anne. À Sainte-Anne, il y a quelques problématiques qui sont bien connues. On était sur la plage du Bellay, sur l'Anse du Bellay tout à l'heure. Il y a le sujet des sargasses qui sont un sujet majeur. Alors, on avance beaucoup dans la construction de ce qui pourrait être demain la solution du service public. Et puis après, il faut regarder techniquement les choses. Et là aujourd'hui, c'était le sujet technique. Que fait-on de l'endroit sur lequel on a entreposé ces sargasses aujourd'hui et qui est complètement saturé? Que fait-on pour éviter que les sargasses n'arrivent sur la plage à l'Anse du Bellay? Comment est-ce qu'on peut imaginer stocker les sargasses sur l'ancienne décharge? Voilà, ça c'est les solutions techniques. Et donc je viens de voir le terrain, puis on va en parler cet après-midi évidemment avec le maire. Les autres sujets, c'est le potentiel RHI, donc avec un travail qu'on doit faire sur l'habitation, les habitats insalubres qui sont juste derrière l'église ici. C'est un vieux projet. Je voudrais vraiment que nous arrivions maintenant au bout. Les études de comment ça arriver. Le PF a acquis le foncier pour le titre de la commune, va pouvoir lui rétrocéder. Donc on va pouvoir lancer cette opération de RHI. Je crois que vraiment maintenant c'est indispensable de pouvoir le faire de façon opérationnelle. Voilà, et vous l'avez bien remarqué qu'un Baptiste peut en cacher un autre, puisque Christian Baptiste a été remplacé, on peut le dire, par son frère Franck Baptiste. Tout de suite, la chronique ICC News, on vous l'annonce. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Eh bien oui, comme tous les vendredis, nous sommes dans ICC News avec Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour Danick. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Alors aujourd'hui, tu sais, on est dans cette période de festival de cinéma qui va durer encore 15 jours. Et donc on a un invité qui nous a été, on va dire, qui est venu, qui est de passage ici dans le cadre du festival du multiplex Cinestar. Donc on peut dire qu'il est déjà scénariste, réalisateur, et puis mais j'ai découvert aussi qu'il est directeur littéraire. Oui. Et bien sûr, il est de passage. Pardon ? Beaucoup de casquettes. Pas tant que ça, mais on va découvrir ça au fur et à mesure. Donc, on peut dire, il n'est autre que Jimmy Laporal-Trésor. Alors, pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas, parce que je pense qu'il y en a encore qui ne connaissent pas, on peut dire que Jimmy, c'est quelqu'un qui... Alors déjà, c'est un Guadeloupéen, donc il se définit comme étant... quelqu'un qui est né en France, donc il est né à Paris, de parents guadeloupéens. C'est important, il y tient à cette appellation. Donc Jimmy a commencé son parcours professionnel par l'écriture de scénarios. Donc il a intégré le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle et ensuite il a participé aux ateliers d'écriture de scénaristes de la FEMIS. Alors, il faut savoir que Jimmy, il a commencé déjà par écrire des scénarios pour la télévision, donc 2 scénarios entre autres qui ont beaucoup marché, donc avec 2 films, donc La République à Loco et Black Mamba.
Ensuite, il a travaillé aussi en tant que scénariste. Donc, il a écrit pour 2 films, 2 longs métrages dans le cadre du cinéma. Donc, un premier film qui s'appelle La Cité Rose et un deuxième film, Mon frère. Après, Jimmy a décidé de se lancer dans la réalisation et il y a un film qui on peut dire, dans lequel il s'est beaucoup investi. C'est un court-métrage qu'on a pu découvrir l'an dernier en avant-première, donc toujours au Festival Cinestar. Il s'appelle Le Soldat Noir. Voilà. Que j'ai vu. Que tu as vu, oui. Oui. Ah, c'est très bien, oui, très bien. Alors, très beau film. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas pu le voir, donc c'est un film qui est visible pour si vous avez la plateforme Canal+. Oui. Donc, dans la catégorie court-métrage, honnêtement, je vous invite à le voir. On peut le recommander. On le recommande vraiment. Ensuite, il est au festival. Il nous a fait découvrir encore en avant-première, parce que le film n'est pas encore sorti. Et sa sortie officielle, c'est en janvier 2003. Les Rascals. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, les Rascals, attention. Donc, il est co-scénariste, mais il est aussi réalisateur de ce long métrage qu'on a découvert en avant-première au Cinestar et qu'on a pu voir aussi, parce qu'il est assez généreux, qu'on a pu voir aussi dans le festival Le Monde en Vue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand on se penche sur ces 2 films? En se penchant sur ces 2 films, on voit un peu qu'il y a une thématique récurrente qui habite Jimmy. Il aime interroger la société sur ses problématiques, notamment dans les années 80, en banlieue, donc faire ressortir toute cette histoire qu'on a un peu oubliée et qui explique en plus ce qu'on vit actuellement. J'essaie de ne pas trop en dire. Mais aussi, à travers ces films, il aime à nous montrer l'impact nocif de la société sur les individus. Alors moi, je vais revenir sur Soldat Noir. Soldat Noir, c'est vraiment un film, moi je dis, c'est le point de départ d'une carrière qui l'attend. Pourquoi? Ce film était nommé au César de catégorie court-métrage, donc en 2022, et puis il a été sélectionné au Festival de Cannes 2021. Donc, oui, c'est pas n'importe quoi. Attention, hein. Oui. Donc, Monsieur Jimmy. Monsieur Jimmy. Alors, attention, moi j'ai 2 questions à poser à Jimmy, parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que Jimmy, quand je l'ai rencontré et que j'ai découvert son parcours, je lui ai proposé de collaborer dans le cadre de notre incubateur de série TV. Donc hybride, il m'a tout de suite dit oui. Et donc il faut savoir qu'il est jury donc de l'incubateur hybride qui permet de former des scénaristes TV. Et donc il n'a pas hésité à donner des conseils et à suivre les candidats actuels de l'incubateur. Et pour ça, je lui dis merci. Et on le remercie parce que ça veut dire qu'il est très impliqué dans la Guadeloupe aussi. Son original, de quoi il va nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, moi, je vais lui poser... On va démarrer par 2 questions sur son métier de scénariste. Moi, j'ai 2 questions. Et c'est des questions qui m'ont été suggérées par des professionnels. On se forme, on est scénariste. Est-ce qu'on peut vivre du métier de scénariste? Première question. 2, alors de plus en plus de scénaristes se disent, bon, moi j'apprends à écrire des scénarios, mais je me rends compte de plus en plus que si je veux aussi devenir réalisateur, mais comment se fait la bascule du métier de scénariste au métier de réalisateur? Puisque c'est le cas de Jimmy. J'aimerais bien qu'il nous réponde à ces 2 questions. Jimmy, à toi. Eh bien, d'abord, merci de me recevoir. Bonjour. Je vais juste faire une petite rectification sur le parcours. J'ai commencé par le cinéma et c'est que maintenant en fait que je vais vers la télévision. Je suis en train de développer la série Black Mamba et Republica Loco. Alors, vivre du métier de scénariste, on peut en vivre, pas forcément tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut commencer à travailler. Et moi, personnellement, j'ai commencé le métier en 2008 et j'ai commencé vraiment à vivre de ce métier-là à plein temps à partir de 2015. Donc, il a fallu 7 ans. Et j'avais déjà fait un long métrage, j'avais déjà écrit le 2e long métrage, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre
quand on écrit des projets, surtout pour le cinéma, pour la télévision, ça va plus vite parce que le retour est beaucoup plus rapide. Mais quand on fait des films pour le cinéma, il faut attendre que le film sorte, qu'il soit vu par le public, vu par la profession, pour qu'on vous redonne d'autres contrats. Donc ça, entre-temps, en fait, il y a un espèce de vide, de traversée du désert où on retourne. Moi, j'ai bossé dans les bars, et trucs comme ça. Mais une fois que ça a démarré, après ça démarre. Et un scénario est réécrit combien de fois en moyenne? Ça dépend des projets, ça dépend si c'est compliqué ou pas à écrire, ça dépend vraiment de pas mal de choses. La Cité Rose, on l'a écrit en 2 ans, mon frère à peu près pareil, et Rascal, on l'a écrit en 1 an et demi. En termes d'écriture, après on avait fait 1 an de recherche avant, donc 2 ans et demi en fait. 2 ans et demi. Ouais. Et il est validé par la production et la réalisation en même temps. La réalisation, c'est une autre étape. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette étape d'écriture qui dure entre 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Ensuite, il y a la recherche de financement qui peut durer entre 6 mois et 1 an, voire 2 ans aussi. Ça dépend si on finance assez rapidement le film ou pas. Et après, il y a la phase de production à proprement parler, où on rentre en préparation. Il y a un réalisateur, enfin moi par exemple, je vais découper mon film, je vais storyboarder certaines séquenses, après derrière faire les repérages, travailler sur la DA, commencer à se dire ok on va travailler sur tel ou tel décor, trouver les décors. Et ça dure 2 mois, cette préparation. Et la préparation personnelle, c'est dure un peu plus longtemps. Et pour répondre donc à la question, donc c'était la première question. Et la deuxième, c'était, pardon, j'ai oublié. La bascule, comment on passe du métier de scénariste au métier de réalisateur? Déjà, moi, pour ma part, pour parler de mon expérience, dès le départ, j'avais envie de réaliser. Souvent, je me définis comme étant, mon métier, c'est de raconter des histoires. Et j'ai 2 manières de savoir raconter des histoires, c'est en les écrivant ou par des images en réalisant. J'ai l'impression qu'on ne peut pas tellement s'improviser, tout d'un coup se dire j'étais scénariste, j'ai envie de devenir réalisateur. Il faut quand même qu'il y ait un désir au préalable de se dire je vais être réalisateur et pourquoi pas passer par la case scénariste. Réalisateur et scénariste, c'est quand même 2 métiers différents. C'est pas du tout la même logique. Même si on est là pour raconter une histoire, il y en a un qui réfléchit en termes de mots et l'autre qui réfléchit en termes d'images. Et donc c'est un petit peu différent. Si on n'a pas d'affinité avec ça, faut pas s'improviser réalisateur. Et en plus, il y a un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur, c'est un chef d'entreprise. On doit aussi gérer des équipes. C'est pas juste placer la caméra et dire aux comédiens comment tu joues. Il y a tout un plateau de tournage, ça représente 100 personnes, plein de corps de métier, et on est chef d'entreprise. On est là pour diriger tout le monde. Mais quand on est son propre scénariste et réalisateur, ça va plus vite? Oui, forcément, oui, parce qu'on sait ce qu'on a écrit, forcément ça va plus vite. C'est mieux, mais après on peut être réalisateur sans être scénariste. Oui, bien sûr. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire les deux parce que les deux me plaisent, mais faut vraiment avoir envie. En fait, c'est un métier de passion, parce que c'est un métier qui est très ingrat avant de démarrer. Et des fois, il faut peut-être attendre des fois quelques années. Et donc, du coup, si on n'est vraiment pas passionné par ce qu'on fait, il faut mieux faire un autre boulot qui va être beaucoup mieux payé, sans vache maigre. Donc, mais après, quand ça marche, c'est vraiment un métier passionnant. Avec lequel on vit bien, mais voilà, faut être patient et passionné et beaucoup bosser surtout. Alors moi, je pose la question sur le financement, voilà, le nerf de la guerre. Et moi, je veux savoir, en tant que afro-antillais, est-ce que, qui n'était pas connu, comment ça s'est passé pour ton premier court-métrage, hein, donc, alors quand je dis premier, tu en avais déjà fait un, donc le Baiser. Qui est en autoproduction. Voilà, qui est en autoproduction. Mais Soldat Noir, qui est vraiment une œuvre qui te lance en tant que vraiment professionnel de scénario et réalisateur. Comment ça s'est passé, la recherche de financement? Est-ce que ça a été facile ou pas? Est-ce que le fait que tu sois pas... tu as cette différence, on sait très bien qu'on pose la problématique. Le financement d'un film, c'est toujours assez particulier parce que chaque film est un prototype. Et puis selon le genre dans lequel on évolue, c'est plus ou moins facile de financer le film. Si on fait de la comédie, en général, c'est très facile. Moi, je suis dans un cinéma un peu plus rugueux, un peu plus radical. Je questionne la société, je pose des questions qui peuvent déranger aussi. Donc ça devient un peu plus compliqué. Et si on n'est pas bien entouré, souvent les films peuvent finir à la poubelle. Moi, pour mon cas, pour Soldat Noir, comme j'avais la chance d'être bien entouré par un distributeur qui est déjà bien en place, qui était vraiment en phase avec ce que j'écrivais, qui était derrière moi à 200%, le film a pu se faire. Pour donner un petit exemple bien concret, pour que pas parler dans le vent, quand on a envoyé le film aux chaînes, il y a des lecteurs en fait qui lisent les scénarios, qui disent un petit peu leur avis, s'il faut mettre l'argent ou pas dans le film.
Et on a eu les premiers retours qu'on a eu pour Soldat Noir, c'était mais on comprend pas pourquoi ce jeune homme il est en colère. On a l'impression que c'est une apologie de la violence et tout. On peut pas donner de l'argent pour un film comme ça. Donc il y a pas mal de chaînes, dont même Canal+, qui ont finalement coproduit le film. Mais au départ, en tout cas, le premier retour, ça a été ça. Et en fait, mon producteur a tapé du poing sur la table en disant mais attendez, il a parlé à la directrice vraiment du programme, il a dit attendez, je sais pas si toi t'as lu le film, mais tes lecteurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ce qu'on a fait. Donc relis-le et dis-moi ce que toi t'en penses personnellement. Elle l'a lu. Et effectivement, ils ont après un petit peu échangé et finalement, ils ont donné l'argent. Mais c'est-à-dire que si j'avais pas été avec ce producteur, en fait, ça passait à l'as. Et j'aurais pu penser que le film était nul. Et or, force est de constater que non, puisqu'après il est à la Cannes. Donc, très bon film, en tout cas, je le confirme encore. La preuve, tu as fait un long métrage sur la même thématique, avec le même distributeur, le même diffuseur. Le même distributeur et producteur. Donc oui, c'est financer, ça peut être compliqué comme ça peut être simple. Après pour les Rascals, ça a été beaucoup plus rapide finalement. Les financements, ça a commencé par l'avance sur recette. Donc l'avance sur recette, c'est pour les premiers films, il y a entre 100 et 120 premiers films par an. Et l'avance sur recette donne un financement sur 20 films, 20 à 25 films. Donc c'est hyper sélectif. Donc, on a eu l'avance sur recette, donc du coup derrière, ça nous a permis d'avoir les financements un peu plus facilement avec les chaînes. Par contre, on n'a pas eu de région. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne s'explique pas. On sait que les régions étaient très revêches. On m'a posé plein de questions. On m'a dit oui, plein de trucs qui n'ont rien à voir finalement avec le film. Oui, votre film est trop violent. Il y a trop de personnages masculins, pas assez de personnages féminins, et puis votre personnage féminin principal, elle a même pas un prénom féminin. Enfin, plein d'histoires qui font que finalement, on n'a pas eu de région. Et ça, c'est pas grave, on a fait le film quand même. Et voilà. Moi, ce que j'aime, c'est que malgré toutes ces embûches, mais tu restes toujours attaché à cette histoire qui dérange. Alors moi, j'aimerais que tu nous parles, parce qu'on arrive à la fin, de ton actualité, puisque je sais que tu travailles sur un projet qui te tient à cœur depuis 2 ans, je crois. Plus longtemps et donc, plus longtemps que ça. Et j'aimerais que tu nous en dises 2 mots. Il y a un projet qui me tient à cœur. C'est un événement qui m'était inconnu jusqu'à l'âge de 35 ans, je dirais, parce que j'ai vu un documentaire sur RFO à l'époque, sur mai 67, et je connaissais pas du tout cet événement. Pourtant, ma grand-mère était à la cour aux Amiens à ce moment-là, mon père sortait du collège à ce moment-là, et on n'en avait jamais parlé. Et quand j'ai découvert ce documentaire, je me suis dit, mais je connais mai 68, on m'a tout raconté, et ça, je connais pas. Et j'ai commencé à fouiller, à trouver plein de documentation, et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose en plus qui résonne encore avec la société d'aujourd'hui, le rapport de la Guadeloupe avec l'Hexagone et vice-versa, qui reste finalement assez figé. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis l'époque. Et quand j'en parlais autour de moi, en fait, les gens disent mais non, mai 67, tu te trompes, c'est mai 68. Et j'ai fait non, attendez, en 67, la police a tiré sur des citoyens français et personne n'en parle. Et donc du coup, voilà, je suis en train de bosser sur un projet de film sur mai 67. Je suis déjà avec une bonne grosse production qui est prête à faire le pas avec moi. Et voilà. Ok, on attend ça avec impatience. Voilà. Merci Marilène. La semaine prochaine, on reçoit qui? Alors, la semaine prochaine, c'est le vendredi 28 octobre. Donc, on reste toujours dans le monde du cinéma et on reçoit... alors, moi, c'est... comment je peux le définir? Alors, on va le définir. Donc, il se définit, on va dire comment il se définit. Il se définit en tant que concepteur, directeur artistique, art visuel et audiovisuel. Il n'est autre que Silver Johnson Marc. À la semaine prochaine. Merci en tout cas, Jimmy. Merci beaucoup. Merci Marilène. À vendredi prochain. C'est parti. Voilà, l'ICC News est terminé pour aujourd'hui. Il est déjà 13h27. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Nadine Colino, styliste, designer, qui revient du Cameroun et va nous parler un petit peu de son voyage là-bas et de ce qu'elle fait. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h27. On rentre dans le glamour là maintenant, puisqu'on reçoit Nadine Jomo Colino. Bonjour. Bonjour, Danick.
Elle est styliste, designer, elle est camerounaise, elle vit en Guadeloupe et souvent elle a beaucoup de choses à raconter. Alors d'abord le métier de designer, comment ça se passe en Guadeloupe quand on est africaine? Alors, en fait, c'est pas parce qu'on est africain, ou bien c'est un métier qui est ouvert, mais par contre qui a un côté très fermé. Les designers, c'est ouvert et fermé en même temps. Tout à fait. Ouvert, ça veut dire que quelqu'un peut se lever un matin, il a une inspiration et il crée quelque chose de simple pour porter. Mais maintenant, entrer dans le métier et travailler comme professionnel, c'est ça qui est un peu difficile. Et aussi collaborer avec d'autres designers, c'est aussi ça qui est difficile. Et ici, en Guadeloupe, il y a beaucoup de designers et des grands talents ici, mais c'est pas facile de travailler ici. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont fermés dans l'esprit de collaboration, dans l'esprit de... Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La concurrence? La concurrence, non, parce que chacun est unique et chaque designer a son style et chacun travaille de sa façon, mais ils ne sont pas très ouverts. Alors, quel est le style de ce que vous faites en général? Moi, je travaille tous les tissus. Et comme vous avez constaté... Du wax? Pas que du wax, oui. Parce que je travaille plus des tissus africains. Pas que du wax. Des tissus africains, des vrais tissus africains. Des vrais tissus africains, qui viennent de l'Afrique. comme ce qui est sur moi actuellement. Oui, donc je travaille des tissus comme ça et d'autres tissus unis tels que le lin, de la soie et autres tissus, quoi. Ouais. Et sur les formes, qu'est-ce que vous aimez, du long, du court, du proche du corps? C'est quoi? Alors, on va voir des images d'ailleurs, on va les regarder. S'il faut dire globalement, j'aime ce qui est, j'aime bien. J'aime bien ce qui épouse le corps de la personne que je travaille pour lui. Que ça soit court, long, ou dos nu, ou près du corps. C'est selon la personne qui est devant moi. Et moi, ce que j'aime porter, j'aime quand c'est un peu ample. J'aime tout ce qui est oversize, donc voilà, c'est un peu comme ça. Et ça, c'est le style africain ou bien c'est le style... C'est le style de Nadine. C'est le style africain. Voilà. Ah bon, c'est un style particulier. Tout à fait. Alors, on voit quelques images, là, c'était un défilé. Alors là, je préparais le projet Wandricidé. Wandricidé, ça veut dire tout simplement foulard, jour du foulard. Et ici, ça fait presque 15 ans que je suis ici. J'ai créé cet événement. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui attachent la tête, le tête-marée. Et j'ai dit, pourquoi ne pas faire un événement autour de cet accessoire que les gens ont tendance à croire que c'est juste pour les Africains. Et quand je vois la femme blanche, elle pense que c'est pour les Africains. Et quand je vois la femme antillaise, elle pense que c'est bité africain. Donc j'ai dit, mais pourquoi ne pas créer un événement autour de cet accessoire? Et j'ai fait comment on dit tête-marée en camerounais? Wandrissi. Wandrissi, c'est ça? Voilà, Wandrissi. Ah, ce qui est Wandrissi. En langue bantou, on appelle le foulard Wandrissi. D'accord. Et les mannequins qu'on voit... Alors là, c'est la première édition que j'ai fait ici avec... D'ailleurs, j'ai fait un coucou photographe qui a fait ces photos magnifiques. Et tous ces modèles qui m'entourent ici avec lesquels je travaille... Ce sont des Guadeloupéennes qui sont d'ailleurs très uniques, hein, avec des jolis foulards sur leur tête. Avec le foulard, on peut s'amuser, on peut vraiment faire quelque chose d'unique. C'est ce que j'ai voulu exprimer sur cet accessoire. Avec le foulard, on peut mettre une veste, un vêtement près du corps, un boubou, tout ce qu'on peut vouloir porter, voilà. D'accord. Voilà, j'étais ce jour-là, on a eu l'honneur d'avoir Miss Guadeloupe. La journée du foulard, ici, là. Miss Guadeloupe qui nous a honorés, elle était l'invitée d'honneur avec les artistes tels que, voilà, celui qui est là. C'était pas quelque chose de simple, puisqu'on a fait cet événement en plein Covid. Oui. Donc, mais par contre, ils ont assuré, ils étaient là. D'accord. Et vous étiez au Cameroun récemment. Comment ça se passe là-bas en ce moment? Est-ce que c'est plus pacifique ou bien c'est toujours la guerre civile? Alors, au Cameroun, vous savez, il n'y a aucun pays qui est normal, s'il faut le dire. Au Cameroun, actuellement, je peux dire, politique, je ne m'y connais pas beaucoup, mais il y a des zones où il y a des turbulences, comme à l'extrême nord et le nord du Cameroun. Il y a des problèmes là-bas. Ça ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est sur les réseaux sociaux. Mais le président, il est à vie, là, votre président Biya? Il est à vie et il est à mort, donc c'est un peu ça. Il est là depuis 50 ans, c'est ça, à peu près? S'il a plus de 50 ans, son âge. Oui, non, mais il est là depuis près de 2 siècles. Je sais que j'ai rencontré des amis camerounais qui me disaient qu'ils n'ont connu que Biya. Pareil que moi, j'ai connu que Paul Biya, je ne connais pas d'autres personnes. Ouais. Et je pense que s'il est là, c'est parce qu'il assure, non? Ben, je ne sais pas, pays... je suis allé au Cameroun il y a 2 ans, bon... J'ai vu du bon et du moins bon au Cameroun. Comme ici aussi, il y a du bon et du moins bon, un peu comme partout. Mais hein. le Cameroun est indépendant. C'est ça.
Oui, nous, on n'est pas encore On indépendant. va revenir sur ce sujet. Oui. Alors, on revient un peu au stylisme, Laurent d'ici, et vous lancez aussi dans la cuisine africaine, semble-t-il. Oui, la cuisine africaine, elle est très riche en... Déjà, la culture africaine est très riche. Donc, pourquoi ne pas partager cette cuisine ici avec les personnes que je connais ici, les personnes qui m'ont adoptée? Je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette cuisine avec eux, leur faire découvrir mes délices, comme je les appelle. Oui. Et voilà, et puis du coup... Mais quand on dit cuisine africaine, on n'a rien dit, parce que l'Afrique, c'est un continent. Est-ce que c'est une cuisine camerounaise, sénégalaise, ivoirienne, gabonaise? Alors, je ferai la cuisine africaine et je mettrai au menu un plat qui ne manquerait pas dans ma cuisine, un plat camerounais et un plat bamileke. C'est pour alors, ça que quoi un plat camerounais? C'est pour ça donc mon restaurant va s'appeler La Bamileke. Le plat que je Bamileke, c'est quoi la Bamileke? C'est la langue du Cameroun. Les Bamileke, ce sont des gens de la région de l'Ouest. Oui. On les appelle les Bamileke, comme on peut dire en Guadeloupe les Antillais. Oui. Donc, ce sont les Bamileke. Oui. Comment on dit bonjour en Bamileke? Oudia. À ma langue Bamileke, on dit Oudia. Oui. Chez les Bamileke, il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs langues. Oui. La langue principale, c'est laquelle? Il n'y a pas de langue principale. Il n'y a pas de langue principale. Non. Il y a plusieurs langues. À l'ouest du Cameroun, chaque département a sa langue. Et dans chaque département, il y a plusieurs langues. C'est pour ça que le Cameroun, c'est un pays très riche en culture et en divertissement. On peut découvrir beaucoup de choses. Il n'y a pas que les langues camerounaises ou bien que les repas. Vraiment, il faut découvrir. Bien. Alors, dernière chose, vous faites aussi de la télévision, puisque vous avez un talk show depuis février, je crois, c'est ça? Depuis mars. Depuis mars, oui. En fait, je me suis rendu compte qu'ici, il y a une grande communauté africaine qui s'intéresse surtout à leur travail. Et il y a une grande communauté qui connaissent pas, on les connaît pas. Et moi, je connais beaucoup d'Africains. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un événement ou bien créer un talk show autour de cette population? Et donc, l'émission, le talk show, elle a pour but de valoriser la culture afro-caribéenne et de favoriser la rencontre entre les Africains et les afro-descendants. Donc, du coup, sur le plateau... Ça se passe bien, normalement? Ça se passe très bien. Comme ici? Donc, très bien, comme ici. Donc, sur le plateau, j'invite les Africains et les afro-descendants. On discute des sujets qui peuvent être très faciles comme très, très compliqués. Et voilà, on débat. Et à la fin d'une saison, on fait une soirée des galas auquel on invite, on invite beaucoup de personnes qui viennent partager avec nous la culture. Et voilà, c'est un peu ça. Une dernière chose, le prochain Wandrissi, c'est quand? Alors déjà, j'ai fait le dernier au Cameroun et j'ai eu l'honneur de rencontrer, dans le lieu où j'ai fait, c'était tenu par un Guadeloupéen. Oui. Donc, j'envoie mes salutations à M. Tissot, qui est directeur du Crystal Palace à Douala. Il nous a reçus et c'est où on a fait cet événement innovant. Il a aimé, et voilà, c'était quelque chose de majestueux. J'envoie aussi mes félicitations et beaucoup de soutien au président Chop Chop. C'est quelqu'un qui nous a aidés vraiment dans ce projet. Et ce sera fait ici, ce Wandrissi? Si je dois le faire ici? Oui. Alors, je compte le faire ici. Il suffit juste que ma proposition soit ouverte et que des personnes avec lesquelles je veux collaborer soient aussi ouvertes à travailler sur ce projet. Et c'est très difficile. Bien, merci Nadine d'être venue nous dire tout ça. Je te remercie Dani de m'avoir invité et on se reverra très bientôt. Bien, à bientôt. Merci. Voilà, il est 13h42 minutes. Avant de recevoir Iman, un petit tour dans l'actualité. C'est la semaine du créole, c'est le mois du créole et les échanges sur le créole se font un peu partout dans les écoles. Et justement, Mornalou, Maxime Morel était là-bas. On regarde, c'est parti. Jayane et Elaïs, qui présentent les autres en poésie. Aujourd'hui, ça arrive de dire qui divine à créole en les bancs l'école, qui gens qui vivent l'école là, qui gens qui évoluent avec créole là dans l'ail. L'idée, c'est vraiment dans le cadre du mois de créole que chaque monde pose des questions par rapport à l'anglais. Et c'est normal que nous retrouvions nous à don la cour l'école pour nous savoir qui gens l'anglais qui vivent, qui gens Timoun qui a abordé l'anglais et surtout qui gens qui continuent vrai l'anglais. Et c'est en même gens pour nous voir qui gens ces professeurs là qui parlent créole, qui gens remettre créole là en place tous les jours. Est-ce qu'il y a adhéré, est-ce qu'il y a famille qui a adhéré, est-ce qu'il y a qui monde qui a adhéré, qui monde qui pas adhéré aussi parce qu'il y a des gens aussi qui pas d'accord pour créole là, il y a des gens qui ont envie de mettre en compétition face à face bita créole et français.
Est-ce qu'il y a aux amis? Est-ce qu'il y a l'ennemi? Ou est-ce qu'il faut apprendre à cohabiter à l'école? Donc c'est toute question à ça nous qui pose jeudi là, avec des parents, avec des enseignants. Puis au pays, ben, sentiment à eux en les sujets là ça. En pays, en île, au monde qui parle en créole. Donc en cette classe là, nous parler en créole avec ces petits monde là pour reformuler les consignes. Nous reformuler les consignes en créole, en français et ensuite en créole pour comprendre. Ni des petits monde aussi, là où parler en français, yo ka comprendre mais là où mettez créole là, ça ka plus force pour comprendre ça yo ka dit yo, ça yo ka demander yo. Et entre eux même, ou ka voir, ou ka échanger pour l'un puis expliquer l'autre, ça pour faire en classe là. Là nous regardez bien, c'est petit on a aussi en bac là, il y a une option en créole. Donc au moins depuis l'école élémentaire, il y a qu'à apprendre l'anglais, apprendre à marquer l'anglais, parler l'anglais correctement. Nous avons pensé que créole là peut aider ces petits là. Alors créole là à une certaine époque, créole là c'était pas trop, on était capable de parler n'importe qui genre, créole là évolué. Et à l'air créole là vient plus structuré et on peut servir mieux pour faire avancer au niveau de l'école. Créole, c'est 20 millions de monde qui parlent là où on la terre. C'est 6e langue à ville États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, aujourd'hui, jouent créole avant français. C'est aussi haïtien, peuple haïtien qui parle créole. Donc, c'est en langue. Donc, c'est belle force et belle place contre toute langue. Il faut nous arrêter de mettre en compétition avec d'autres langues. Hein. C'est naturel que nous retrouvons en Caraïbes, là, en trois langues là. Ils sont force, sont richesse. Et on petit monde aujourd'hui joue qui parle créole, mais c'est un petit monde qui parle anglais plus facilement. C'est un petit monde aussi qui est à l'aise dans ça. Parce que nous avons parlé des langues là, mais c'est aussi tout qui le dit créole. Là. Et c'est ça aussi, nous avons essayé de mettre devant pour tout le monde trouver à l'aise dans ce qu'on va parler. Voilà, il est exactement 13h et on va dire 49 minutes. On a fait le tour de l'actualité. Je ne sais pas si on a le temps longtemps aujourd'hui. On ne l'a pas, mais Iman est déjà là. Iman, c'est la chronique sur la danse. Générique de Iman, c'est parti. Voilà, ben, Iman est arrivé, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur l'actualité danse en Guadeloupe. Il y a quelques petits événements donc, qui sont en cours, des stages. Et je vais commencer d'abord par vous parler du dispositif Récif. Alors, c'est un dispositif qui soutient les compagnies chorégraphiques pour faire des résidences. Et donc, il y a un appel à projet. Et c'est vraiment l'idée de soutenir les compagnies, donc que ce soit national, enfin local, national, international, à porter leur message donc chorégraphique. Vous pouvez donc déposer vos projets pour qu'ils soient étudiés avant le 30 novembre 2022. Et donc, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner après cette résidence chorégraphique, on va voir une petite vidéo ensemble qui est l'accueil Amarrage, qui est une compagnie Maxime et Francisco. Donc, c'est une création qui est en cours, qui s'appelle Ça ira. Voilà.
Ça veut dire, Iman, que l'activité dans ce reprend. Oui, tout à fait. Là, donc c'est vraiment ça l'idée. Et donc l'idée, c'est de aussi soutenir les compagnies qui sont débutantes ou confirmées dans leur processus créatif. Donc cet appel qui est soutenu par la DAC, par la région, préfecture, ministère, permet à ces compagnies vraiment d'avoir un lieu de résidence pour créer leur chorégraphie. Et donc une attention particulière sera portée aux projets relevant des thématiques comme le cercle, l'exotisme, les stéréotypes et le genre. Donc vous avez jusqu'au 30 novembre pour déposer vos dossiers. Dans cette même vague d'aide au soutien artistique, on a aussi pour les spectacles vivants de l'année 2023 une possibilité de déposer les dossiers au niveau de la DAC. Donc pour les projets annuels, pour soutenir les projets de conventionnement. Donc ça concerne à la fois les compagnies de danse, mais aussi théâtrales et toute la partie artistique. Donc ça, c'est avant le 9 décembre. Donc c'est vraiment bien de pouvoir profiter de ces aides. Donc allez-y, que ce soit national, parce que je sais qu'il y en a qui regardent de la métropole, mais aussi local, les compagnies qui existent et qui ont besoin de financement et d'espace vraiment pour créer leur chorégraphie pour l'année à venir. Et comment est-ce qu'on verra Iman sur scène? Alors, vous avez la possibilité de me voir dimanche. Ah, après demain, hein? Oui. Voilà, donc j'allais en parler, donc ça tombe bien, tu me fais une transition super. Dans le cadre de la Diwali, en fait, puisque c'est la semaine de l'Inde, donc il y aura des manifestations, il y a déjà eu plein de manifestations, des stages, des masterclass, et donc il y a aussi des conférences, il y a vraiment tout un programme, vraiment, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, je crois que c'est Shakti Danse, où elle détaille vraiment tout le programme. Et dimanche, donc pour la Diwali, il y a une procession de lumière et un spectacle avec différents artistes au Moule, sur la place de la mairie. Donc vous pourrez me voir dimanche. Le soir. C'est le soir. Le soir 17h, je crois, à partir de 17h. C'est de la danse orientale, j'imagine? Non, il n'y aura pas que de l'oriental, il y aura vraiment plein de choses. La danse indienne, c'est de la danse indienne. C'est la Diwali, c'est la danse indienne. Exactement, donc je participe, donc pour ceux qui veulent voir Iman danser, donc voilà, en live. Mais il y a d'autres choses encore, donc il y a aussi des stages qui sont proposés tout au long des vacances, puisqu'on rentre dans la période des vacances scolaires. Des stages, donc le 22 avec Mike en hip-hop house, donc c'est sur le Gosier, donc c'est à la MJC du Gosier. Pour les enfants, voire plus. Donc à partir de 8 ans, vous avez toutes les informations qui passent en même temps que je parle. Aussi un stage avec Céline en salsa, donc plus axé sur la sensualité et les techniques de tour. Donc ça, c'est elle qui va danser? Oui. Ouais. Oui, très bonne professeure de salsa qui a de multiples... Céline Valmont, c'est ça? Ouais, qui a de multiples prix, je crois, de France, si je ne me trompe pas. Elle fait partie de compagnie. Vraiment, c'est une prof à découvrir. Le 29 octobre aussi, vous avez des ateliers hip-hop qui sont organisés sur Pointe-à-Pitre et un battle. Il y a un battle, donc ça, c'est à Karukirabalé. Et il y a des stages donc aussi en journée avec différentes programmations. Vous pourrez voir tout ça, ça passe en même temps sur C'est la Saillé, la compagnie qui invite justement des gens de l'Hexagone pour participer à ces ateliers avec un battle. Le battle sera le 5 novembre à Crystal Beach. Tout ça, c'est au Gosier. Vous avez aussi un stage de la Toussaint Plus pour les enfants organisé par l'Atelier de la Danse. C'est sur les abîmes, donc avec Isabelle. Donc c'est pour les enfants, c'est vraiment l'occasion pour eux de découvrir autre chose. Toujours dans la partie hip-hop, on a, je ratisse un peu large, même si c'est pas tout de suite, c'est le 26 novembre, Argument Hip-Hop Night. Donc ça va être sur Basse-Terre. Donc freestyle, battle, party, break, voilà, vous pouvez avoir toutes les infos. C'est sur la Basse-Terre, donc avec Real Squad. Quelque chose qui est un peu différent, donc c'est une formation d'animateur du cirque, mais le cirque, il y a de la danse aussi dans le cirque, donc il y a une formation qui est proposée. Vous pouvez vous renseigner, même si c'est un peu loin, mais c'est intéressant de prendre des informations décembre-janvier auprès de La Saillé compagnie.
Donc vous pouvez vous renseigner, et quelque chose de très intéressant, donc vraiment ouvert à tous par contre, ça va être le festival de tango argentin qui aura lieu du 4 au 13 novembre 2022, donc c'est très bientôt, avec une conférence où je pense vraiment ça pourrait être intéressant pour ceux qui sont intéressés par la danse d'y aller. On va parler des origines africaines du tango. Oh. Tout à fait. Donc ça, c'est le 7 novembre. Et ils font aussi cette même conférence à Bainbridge. Ce sera le 10. Donc je trouve ça super d'ouvrir un peu ce champ de discipline à tout le monde. Il y aura des concerts, il y aura des milongas, des ateliers. Et aussi pour ceux qui sont débutants, grands débutants en tango, de possibilités de faire des ateliers découvertes pour connaître le port, le maintien du corps, l'abrazo de couple, la marche, découvrir la musicalité du tango qui est magnifique, et je vous invite à y aller. Voilà. Voilà, c'est fini pour Iman, c'est fini aujourd'hui. Je rappelle, ça c'est une information un petit peu particulière, c'est donc aujourd'hui qu'aura lieu la veillée de Mario Morandel, et ses obsèques seront célébrées demain à la cathédrale de Basse-Terre. Et au nom d'un certain nombre de confrères de Presse Hebdo, de journal aussi, Nouvelle Semaine, Nouvelle Étincelle, enfin bref, tous les confrères se joignent à moi pour saluer la mémoire de ce pionnier de la télévision en Guadeloupe, puisque dès les années 90, je vous l'ai dit, Éclair Télévision, qui s'appelait à l'époque Télé Éclair, était en place, et c'est avec justement sous la responsabilité de Mario Morandel qui s'est éteint en début de semaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle simplement qu'en début de ZCL, comme d'habitude, on a reçu Maroguenet, Jaco Davila pour la chronique de l'eau en toute sauce. Ensuite, Marilène Ferdi pour la chronique ICC News, avec comme invité aujourd'hui le réalisateur Jimmy Laporal Trésor, scénariste, réalisateur audiovisuel et cinéma. On a reçu ensuite Nadine Njomo Colino, styliste et designer africaine. Et puis on termine comme chaque 15 jours avec Iman, sa chronique Danse avec Iman. Et d'ailleurs, si vous voulez voir Iman danser, c'est dimanche sur la place du Moule à partir de 19h, je crois, c'est ça, 19h. On la verra en live danser et on verra son talent. L'information, c'était le bilan à mi-mandat de la municipalité de Pointe-à-Pitre avec Harry Durimel. Charlie Dagonia y était, le préfet était lui en visite à Sainte-Anne. On a fait un petit focus sur cette visite, puisqu'il fait le tour des communes de la Guadeloupe avec le nouveau maire Franck Baptiste, et puis on a fait un petit topo sur un échange sur le créole à l'occasion avec Denis Manette, qui est, comme vous le savez, éditeur aussi, qui a monté une grosse dictée créole, et nous avons Force Bayo, tous ces monde ça, puisque nous dans moi que là, mais moi que là, pas seulement moi, c'est tout le temps là, moi créole. Et puis n'oubliez pas ce soir la fête du drapeau national à partir de 19h, 18h, ce sera à Sonis. Voilà, on vous a tout dit, la réalisation était Yann, et donc on vous souhaite un bon week-end, et nous retrouver nous lundi à même là. C'est parti.